Bonjour, ici Marianne Hoguin et bienvenue à Pas sorti du bois. Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute NAC, puis aujourd'hui je te parle d'une initiative vraiment cool qui vient de sortir, la campagne Fight Food Waste. Jusqu'au 10 décembre, NAC se donne un objectif simple, sensibiliser au gaspillage alimentaire puis partager des astuces pour le réduire. Pendant que certains utilisent les promos du Vendredi fou puis du Black Friday pour pousser la surconsommation, NAC, eux, ils surfent sur la vague avec un message complètement inverse, fidèle à leur mentalité d'entreprise certifiée B Corp. Leur objectif, lutter contre le gaspillage alimentaire. Dans le cadre de la campagne, ils offrent une promo super intéressante sur la collection Save Me. Ça, c'est les produits qui approchent de leur date de péremption, mais qui sont encore parfaits. Le deal, c'est que tu mets 3 produits dans ton panier, puis le moins cher devient gratuit. Ça s'applique tout seul, pas de casse-tête, c'est simple, c'est responsable, puis ça encourage à consommer mieux. Si tu veux soutenir la démarche, va faire un tour sur le nac.com, découvre la campagne Fight Food Waste, puis aide à réduire le gaspillage alimentaire. Et bien sûr, le code promo Pas sorti du bois pour 15% fonctionne toujours. PASSORTIDUBOIS. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 257. Vous l'avez entendu à l'introduction, j'ai validé, Marianne, la 23e partie de la série Sur la route. Donc, ça fait plus de 3 ans qu'on fait ça, puis ça se poursuit à chaque mois, 2 mois, fait que c'est bien mal fun. Très content de te retrouver aujourd'hui. Écoute, merci. Ça fait plaisir d'être là. C'est devenu notre question typique de début d'épisode à chaque fois, c'est où tu es présentement dans le monde? Eh bien, je suis arrivée il y a 2 jours à Vancouver. Je suis venue visiter ma sœur qui habite Vancouver-Nord. Donc, j'ai le plaisir d'aller me balader dans les sentiers ici. C'est très beau. Ça fait changement. Là, je revenais du Québec où il y avait de la neige à terre et de la glace sur Mont-Royal. Donc, ça fait plaisir d'aller balader dans les sentiers ici. C'est cool, il y a moins de neige dans l'ouest, on comprend. Ouais. Il n'y a pas de neige encore. Parce que je sais pas au moment qu'on va enregistrer, mais en tout cas, ici à Québec, c'est bien pris depuis vraiment longtemps. Je me rappelle pas d'un hiver qui a commencé aussitôt puis qu'il n'y a pas de signe que ça va fondre et partir, là, depuis comme le 11 novembre que c'est l'hiver à Québec. Puis moi, je m'en plains pas, mais je sais qu'il y en a que pour certains, c'est un choc de se dire, OK, ça va pas refondre avant d'en revenir. Ouais, c'est ça. Puis malheureusement, c'est pas gage de ça commence tôt, donc ça part tôt. Je pense que c'est pas de même que ça marche. Ouais, non, pas nécessairement, non. Écoute, c'est notre épisode de fin d'année parce que au moment où ça va être diffusé, on va être quasiment rendu en décembre. Puis je le disais, depuis 3 ans, 3 ans et demi, on se parle à chaque mois, à chaque 2 mois, devant les auditeurs, les auditrices, par rapport à ce qui se passe. On a vécu beaucoup de belles histoires, beaucoup de hauts, beaucoup de bas depuis 3 ans avec ton parcours de course. Puis je me suis dit, là, c'est le dernier épisode de la saison 2025 où qu'on est ensemble. Fait que je me suis dit, reprenons pas juste là où on a laissé la dernière fois, mais on pourrait même revenir sur cette année-là qui a été, je pense, assez particulière avec plein de hauts, plein de bas, puis on pourra conclure sur cette diag-là. Parle-nous de ton état d'esprit début janvier quand tu voyais ce qui s'en venait. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais comment t'anticipais cette année-là au moment où, 5, 4, 3, 2, 1, bonne année, t'étais dans quel mot de ce moment-là, puis qu'est-ce qui s'en venait pour toi? En fait, même pour moi, ça date l'année, j'ai l'impression qu'elle a commencé avant le 1er janvier, dans le sens que, évidemment, j'avais un début de saison qui démarrait assez tôt. On se rappelle que j'étais supposée m'aligner sur le 100 km de Tarawera en février, début février. Et puis, l'UTMB l'année passée m'avait quand même laissé beaucoup de séquelles. Je m'étais déchiré l'ischio. Et puis, les mois qui ont suivi ont été difficiles là, juste pour reprendre tranquillement.
Et puis, ça s'est avéré que j'ai pas pu recommencer à courir avant début décembre. Et ça a été un peu là, l'appetizer pour l'année qui en est suivie, si on veut, parce que j'ai l'impression que l'année au complet, pour moi, ça a été un peu une course à aller chercher la forme, aller chercher la forme pour pouvoir performer le moment opportun. Et puis j'ai l'impression que j'ai fait ça sans arrêt depuis le début de l'année. Et je t'avouerai que le sentiment aujourd'hui, c'est juste comme en fait un soulagement de dire que OK, là, en fait, là, je peux prendre le temps de bien faire les choses, ne pas sauter d'étape et reprendre tranquillement. Donc, si je retourne en le 1er janvier 2025, c'est certain que je me sentais vraiment squeezée par le temps, si je peux le dire comme ça. Je voyais un peu là que qu'il me restait pas beaucoup de temps avant la Tarawera, puis j'ai forcé les choses un peu trop. Et encore une fois, ça m'a appris qu'en fait que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et puis voilà. Puis ça reste que dans ta réalité d'athlète professionnel, il y a des objectifs qui sont liés à certaines courses, puis ces certaines courses-là demandent des qualifications. Fait que quand tu planifies une année, tu peux pas juste te dire OK, cette année, je vise l'UTMB, bon ben d'ici là, je fais ce que j'ai à faire pour le faire. C'est que dans ce cas-ci, tu avais fait un podium en 2024, fait qu'il fallait que tu ailles chercher une stone quelque part en 2025 pour te qualifier pour pouvoir refaire l'UTMB. Après ça, tu avais le retour à la Western States qui t'avait en tête, mais t'avais pas participé en 2024, donc t'avais pas accès à des entrées via un top 10 ou autre. Donc, quand on met ces deux pièces-là dans le calendrier, ben ils viennent pas juste seuls, ils viennent avec une qualification. Fait que rapidement, t'as un calendrier qui se remplit vite. Là, je sais qu'on n'est pas encore le 31 décembre, mais veux pas, quand tu regardes l'année à venir, puis on pourrait y revenir, il y a déjà une pièce qui nécessite pas une autre introduction avant. Tu sais, ta Western State 2026, elle existe, puis d'ici là, t'as aucune pression à aller faire une course pour te qualifier, puis veux pas, ça doit jouer beaucoup dans une planification. Ouais, en fait, ça joue énormément. Ça joue énormément la façon dont on aborde l'année, puis on aborde aussi la remise en forme. Ça change beaucoup de mon mois de novembre, mon mois de décembre, mon mois de janvier. Donc, c'est sûr que ça nous permet d'avoir une année beaucoup plus intelligente et beaucoup plus stratégique que, en fait, courir après notre queue, en quelque sorte. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ce que j'ai fait l'année passée, ou cette année, du moins. Et puis ça fait vraiment du bien, même si, effectivement, l'année 2025 est quand même floue. J'ai l'impression d'avoir un nuage dans la tête par rapport à cette année, donc ouais. Mais ça reste que ça ajoute beaucoup quand il faut se qualifier pour faire quelque chose. Puis tu sais, je le rappelle pour les auditeurs et auditrices qui savent pas le fin détail, mais par exemple, pour une course comme la Western States, c'est le top 10 de l'année précédente est réinvité, fait que pas de qualification à aller chercher. Puis, il y a des courses Golden Ticket qui s'étendent de août de l'année précédente jusqu'à avril, où ces courses-là permettent au top 2 ou top 3 de se qualifier. Dans ton cas, l'année passée, tu es allé faire Canyons, qui est la dernière des courses, fait que c'est celle qui est la plus proche, fait que veux pas, tu build up, tu récupères, tu fais Canyons, tu termines tu termines deuxième dans ce cas-ci, ce qui te permet de te qualifier. Ce qui fait qu'après ça, ben, t'as pas beaucoup de récupération pour tout de suite rembarquer sur Western State. Ça fait beaucoup en peu de temps. Je lance une question philosophique comme ça, mais est-ce que ces systèmes-là, on comprend pourquoi ils existent, mais est-ce que ça crée pas une lourdeur des fois pour se dire, regarde, si on décide comme sport que l'UTMB et la Western State sont nos grandes courses, pourquoi chaque athlète doit faire des pieds et des mains pour aller chercher ce qu'il faut pour finalement se qualifier à quelque chose qui devrait être, les meilleurs au monde se qualifient, point, là? Ouais, je pense que c'est une bonne question. Je trouve ça drôle parce que la Western, j'ai l'impression que tout le monde est très... En fait, personne s'enrage contre le processus des Golden Tickets pour la Western et en fait, tout le monde joue le jeu. Même qu'on joue le jeu avec bonne humeur, en fait, c'est le fun et c'est toujours très honorable de gagner un Golden Ticket. Et souvent les courses de Golden Ticket sont des belles courses en soi. C'est pas juste une course que tu gagnes et tu te qualifies pour l'UTMB, par exemple, parce que maintenant, il y a tellement de courses à l'UTMB qu'effectivement, tu peux faire podium à l'UTMB, puis à une course, à l'UTMB, puis te qualifier, puis c'est moins reconnu, si on veut, qu'une course Golden Ticket qui reçoit beaucoup plus d'applaudissements, en quelque sorte. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant. Évidemment, le système fonctionne comme ça en ce moment.
et tout le monde décide de jouer le jeu pour la Western, mais les gens sont un peu plus réticents de jouer le jeu pour l'UTMB pour ses propres raisons. Je pense que si on veut rentrer dans ce sujet-là, il faudrait un podcast au grand complet. Faudrait inviter plein de gens autour de la table puis d'en jaser, mais j'étais quand même curieux de l'entendre d'un point de vue d'athlète parce que on entend même de plus en plus parler, je trouve, la Western. T'as raison que le système UTMB a été encensé, critiqué, il a été très discuté, disons, de la part de plein de personnes, mais le système Western qui s'y apparente un peu, mais c'est des courses qui sont pleinement indépendantes, ça demeure que tu te dis si, je veux dire, la Western State dans les yeux, dans les oreilles, dans la tête de tout le monde, c'est la course la plus prestigieuse ou la plus compétitive de trail en Amérique et probablement dans le monde, mais ça demeure complexe pour une élite, même les meilleurs de notre sport, de s'y rendre. Le top 10 de l'année précédente, bon, des fois permet quelque chose que l'UTMB permet pas, mais après ça, c'est quand même des courses à aller faire pour se qualifier. Alors que tu te dis, si on veut vraiment accueillir les meilleurs, pourquoi on s'y limite peut-être avec ces barrières-là? Ça amène sur un autre sujet, mais la Western State 2026, ça va être la dernière édition de son parcours classique parce qu'il va y avoir un détour dans le futur qui va, de ce qu'on entend, permettre peut-être d'augmenter le nombre de participants. Puis là, il y a plein de questionnements de se dire est-ce qu'on ouvre les vannes pour avoir plus de mid-packers ou d'amateurs qui attendent 10 ans pour se faire piger, ou on augmente les nombres de places élites. On sent qu'il y a une transformation qui se fait aussi là, mais dans tous les cas, pour revenir à ce qui nous intéresse, ça va être le fun de savoir que tu as une date avec la Western State fin juin 2026, puis d'ici là, t'as pas à aller faire une autre course pour réussir à avoir une place. Ouais. Ça, c'est sûr que pour moi, c'était un grand soulagement. Puis, en fait, une des raisons premières pourquoi tu acceptes là, ton ticket de retour quand tu fais le top 10. Et juste petite parenthèse, moi, mon opinion pour la Western, c'est que, en fait, les meilleurs, ils sont toujours capables de se qualifier. Quand tu es perçu comme un des favoris sur une potentielle Western State, il y a moyen pour toi de te qualifier. Et je pense que c'est ce qui fait la beauté de la chose. Mais si on prend, par exemple, l'exemple de Abby Hall l'année passée, c'est rentré, mais par la peau des fesses. Donc, c'est ça mais c'est ce qui rend, pour moi, la course vraiment intéressante. Et pour ceux qui savent pas l'histoire d'Abby, c'est qu'elle a fait, je pense, 3 courses Golden Ticket en début de saison. Et chaque course, elle a manqué le Golden Ticket. Non, elle en a fait 2, je pense. Pardon. Elle en a fait 2, elle les a manqués les 2. Elle était toujours la next in line, là, donc la substitut, si on veut. Et puis, la dernière fois, elle est rentrée finalement parce qu'il y en a une des athlètes qui a eu qui est tombée enceinte, donc qui a décidé de lui donner de céder sa place. Donc Abby a eu le ticket un peu par défaut. Mais moi je trouve que c'est ce qui fait le jeu plus intéressant et attirant aussi pour les meilleurs de ce sport qui veulent se qualifier et qui doivent tous jouer au jeu là et se qualifier. Mais c'est sûr que pour moi, et ma préparation pour la Western, c'est sûr que ça facilite la chose là de savoir que en fait si j'ai pas le goût, j'ai pas besoin de faire une course avant la Western et je suis certaine d'avoir la place sur la ligne de départ. Oui, puis les courses Golden Ticket sont rendues avec un calibre qui a quand même aucun sens. Je pense que on recule de quelques années, il y avait, mettons, sur les grosses courses, t'avais remporté ton premier ticket à Bandera, je pense. Mm-hmm. Tu regardes les fields de Bandera à l'époque, t'avais 5, 7 peut-être personnes qui pouvaient vraiment accéder puis tu te dis ok, si cette personne-là rentre, elle a des chances de gagner la Western State. Aujourd'hui, tu regardes les fields de Black Canyon puis c'est quasiment le top 30 hommes et femmes que tu dis ok, c'est du calibre international, c'est du calibre qui pourrait causer des surprises dans la Western State. Le sport a changé parce que justement les athlètes mettent ces points-là à leur horaire. L'avantage de ceux de début de saison, ou même comme Havelina qui est en octobre, qui se qualifie pour l'année suivante, bon, tu l'as fait, puis t'as pleinement de temps de récupérer. Dans ton cas, Canyons, on avait un peu parlé à l'épisode entre justement Canyon et Western, mais le turnover est quand même assez rapide. Toi, comment ça s'était passé, ce rebond-là d'une deuxième place à Canyons, une course qui, c'est quand même un 100 km, ça rentre dans les jambes, à devoir se préparer pour la Western State quelques semaines plus tard? Ouais. Ben, en fait, moi, je l'avais vu comme vraiment une étape quasiment de la préparation pour la Western. J'étais pas arrivée à Canyons au sommet de ma forme du tout, donc je pense que ça a pu faire un continuum. Et la raison derrière ça aussi, c'est que en février, juste avant la Tarawera, je m'étais déchiré l'ischio droit. Donc j'avais dû prendre complètement du temps off et recommencer à m'entraîner au mois de mars pour une course en avril. Donc encore une fois, c'est là que j'ai dû vraiment reprendre de façon progressive mais
progressive, agressive, si on veut. Et puis c'est ce que j'ai dû faire. Et pour moi, le problème s'est pointé plutôt en tout près de la Western, en fait. Donc, à savoir si effectivement le 100 km de Canyons en avril et la Western au mois de juin était trop près pour moi. Je sais pas, mais c'est certain que il y a quelque chose qui s'est passé entre le mois de mai et le mois de juin qui a fait en sorte que j'ai eu un mois de juin extrêmement difficile. En fait, tout le mois de juin, j'étais en douleur et j'ai pratiquement pu rien faire. Là. Dès la première semaine, j'ai eu une douleur aux deux qui m'a vraiment incommodée et qui a duré là, jusqu'à en fait qui perdure encore, mais qui m'a vraiment freinée là dans tout mon été et aussi durant la Western. Donc, je pense qu'effectivement, c'était un doublé qui peut être agressif. Je ne sais pas si c'est celui qui a causé mes problèmes, mais c'est sûr que ça fait partie de l'équation qu'il faut déterminer. Ça a été une récupération de la Western difficile, parce que c'est la Western, parce que c'est un 100 000, mais initialement, dans ton année, tu avais l'objectif de retourner aussi à l'UTMB, puis même si tu n'avais pas pris le départ à Tarawera, en Nouvelle-Zélande, du 100 kg, tu avais fait une plus courte distance qui te permettait d'avoir une stone pour te qualifier à l'UTMB. Cette décision-là de pas retourner à l'UTMB en 2025, ça a-tu été difficile à prendre? Pas du tout parce que j'étais pas du tout en mesure d'être sur la ligne de départ. J'ai été obligée de prendre 3 C9 complets après la Western et puis même début août, j'avais de la misère à courir des 10 km. C'était vraiment compliqué. Et j'ai trouvé ça drôle parce que justement, quand j'ai recommencé à courir les 10 km à peine, il y a des gens qui m'écrivaient « Ah, donc on va te voir sur la ligne de départ du TMB. » Et je vais juste rappeler aux gens que c'est compliqué pour nous aussi de courir des 100 miles. C'est que c'est pas parce que je me remets à la course à pied que je peux aller m'enchaîner un 100 miles. Non, j'aurais pas pu du tout être sur la ligne de départ et c'était pas une décision difficile à ce moment-là. Même que j'ai beaucoup apprécié mon expérience à l'UTMB, puis je l'ai vécu différemment et je regrette pas du tout cette partie-là de ma saison, non. Est-ce que tu penses que la Marianne de 2022-2023 aurait eu la même facilité à prendre cette décision-là, ou du moins à vivre avec cette décision-là de pas retourner à l'UTMB, malgré que tu avais un dossard, malgré que c'est le gros buzz chaque année, puis ça doit être quelque chose de fou de prendre le départ de cette course-là? Non, en fait, je trouve les moments les plus difficiles, c'est plutôt quand je suis vraiment en forme et là, je tombe d'un coup sec. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Alors que là, j'étais pas du tout en forme et j'aurais pas pu. Donc, c'est très facile pour moi de l'accepter. Et je pense que ça aurait été facile pour moi dans le passé aussi. Les moments pour moi aussi. Parce que dans le fond, le deuil, tu le vis plus tôt. Mm-hmm. Moi, mon deuil, je l'ai fait quasiment début juin, là, quand j'ai réalisé qu'il y a quelque chose que j'avais mal joué puis que dans le fond, les choses allaient débouler pour moi. Ça, je l'ai réalisé plus tôt. Et c'est à cette époque-là que c'était difficile. C'est pas rendu au mois d'août. C'est vraiment quelque chose qui arrive plus tôt quand ça se passe. Mais et encore une fois, c'est plus facile pour moi d'accepter parce que c'est sûr que j'aurais pas pu jouer du tout sur l'UTMB. Là. Je pense que j'aurais été en souffrance, pas nécessairement à cause de mon dos, oui à cause de mon dos, mais en souffrance juste parce que manque d'entraînement et ça aurait été compliqué pour moi de boucler la boucle là, sans aucun doute. Il y a une question que j'ai envie de te poser, puis tu me dis si t'es pas à l'aise d'y répondre, mais on a entendu des histoires de coureurs dans d'autres équipes qui, des fois, ont pris des départs parce que c'était bien vu pour la marque ou pour l'association entre le sponsor et la course, de dire, bon, faudrait que telle personne prenne le départ, puis on les voit quitter après un ravito, puis qu'on apprend après que la personne était blessée depuis 3 mois, puis que le départ était prise, sachant que l'issue allait être ça. Je veux dire, clairement, tu as pu prendre la décision qui était la meilleure pour toi, puis clairement, Salomon a l'air de te supporter tout le temps. Tu nous as parlé souvent de cette belle relation-là que tu as, mais c'est quelque chose que tu as entendu parler, c'est quelque chose qui est fondé, puis on n'est pas obligé de nommer qui que ce soit là-dedans, mais est-ce que c'est connu que des fois, on prend le départ parce qu'il y a un bonus de rattaché ou il y a une entente de rattaché à, regarde, prends le départ, puis après un ravito, là, quitte la course, puis tout le monde va être content dans le partenariat. Oui, c'est sûr que des fois, c'est des discussions. Moi, dans mon cas, ce n'est pas du tout une discussion que j'ai eue ou que j'ai été proche d'avoir. On s'entend aussi que le trail devient de plus en plus médiatisé. Et puis, effectivement, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'engouement envers tel ou tel athlète qui se retrouve sur une ligne de départ, peu importe quelle est
quel est le résultat. Donc oui, effectivement, ça peut faire partie de certaines discussions. Dans mon cas, ce n'était pas du tout. Et puis, je t'avouerai que moi, je pense que j'aurais beaucoup de misère à jouer le jeu, tu sais, prendre des entrevues, surtout dans mon état. Je l'ai considéré prendre le départ parce que je me disais, bon, je suis inscrite, puis je pourrais aller tu sais, je pourrais aller courir quelques kilomètres avec Camille, puis me faire du fun. Puis j'aurais été en mesure de le faire à cette époque-là, à la fin août, j'étais capable effectivement de courir 35-40 kilomètres. J'aurais pu le faire. Mais non, je pense pas que j'aurais été capable de jouer les jeux ouais, je suis en pleine forme. Je pense que tu sais, c'est à un moment donné, il faut que tu sois ben moi, en tout cas, j'aime mieux utiliser l'approche d'authenticité puis être honnête avec moi-même et les personnes avec qui je discute. Puis je suis ravie que j'ai pas eu à le faire pour ma marque ou autre. Ah oui, je comprends. On serait rendu dans l'année à parler du moment. La dernière fois qu'on s'est parlé, tu étais à La Réunion, tu venais d'arriver, puis tu allais prendre le départ de la Diag. Avant qu'on entre là-dedans, j'ai goût qu'on switch de focus complètement, puis qu'on parle pas de trail, mais qu'on parle de destination, parce que cette vie nomade-là t'a quand même amené dans des beaux endroits en 2025. C'est quoi tes coups de cœur qui te viennent en tête comme ça? Ben, c'est sûr que l'île de la Réunion, c'est un énorme coup de cœur pour moi. L'île de la Réunion et la Nouvelle-Zélande, là, je pense que la Nouvelle-Zélande, ça faisait longtemps que je l'avais sur la liste. Mais je t'avouerai que quand est venue la discussion de faire la Diag au mois de juin, juillet, dans le fond, quand j'ai réalisé que l'UTMB serait pas une option, moi, j'avais toujours dit que la Diag, ce serait pour dans 5 ans. Là. Tu sais, je me voyais pas du tout sur la ligne de départ parce que c'est pas du tout dans mes cordes, mais très loin de là, surtout récemment. Et puis quand finalement j'ai réalisé que l'UTMB serait pas ne serait pas une option et puis tout ça, je me suis dit bon, en fait, ça pourrait être le fun d'aller je pense que ce qui a convaincu ma tête, c'est que ça pourrait être le fun. Dans le fond, aller de la Réunion, profiter un peu du soleil au mois d'octobre, puis évidemment, il y avait plusieurs autres raisons, mais c'est une façon pour moi de répondre que l'île de la Réunion, c'est sûr que ça m'attire beaucoup. J'adore les paysages quand ils combinent océan et montagne, puis je pense que t'es assez servi à l'île de la Réunion, puis aussi la dynamique de l'île, c'est vraiment, tu sais, les gens sont relax, les gens sont gentils, les gens sont aimables, et puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Donc oui, effectivement, l'île de la Réunion, ça fait partie de mes coups de cœur, mais la Nouvelle-Zélande pour les paysages et aussi pour la même attitude, là, je pense que les gens sont super gentils, puis ouais, les deux, je pense que ça fait partie de mes voyages coups de cœur pour l'année. Je te fais plus faire les questions à Claire-Nac parce que là, t'es rendu à 20 quelques passages au podcast. Mais mettons que je terminais mes questions à Claire avec Nouvelle-Zélande ou La Réunion, qu'est-ce que tu répondrais instinctivement? Je pense que je dirais La Réunion, principalement parce que j'ai tissé beaucoup plus de liens à La Réunion. À Nouvelle-Zélande, j'ai eu un gros voyage, évidemment, avec Thibaut, puis je l'ai beaucoup apprécié. Mais j'attache pas nécessairement la Nouvelle-Zélande à Thibaut, tu vois ce que je veux dire? C'est deux choses différentes. Alors que pour moi, la Réunion, j'ai passé des merveilleux moments avec un très beau groupe. Je me suis fait des amis. Puis aussi, je pense que il y a une partie de moi qui aime ça aussi, le côté français. Je pense que de l'île de la Réunion, ça vient nous attirer beaucoup. Donc non, je pense que j'irai avec l'île de la Réunion. C'était la version longue, si c'était une série éclair, j'aurais pas pu répondre en détail comme ça. Par contre, la Nouvelle-Zélande, c'est magnifique, hein. Les paysages, c'est... T'aurais juste pas eu le FKT du temps pour y répondre, mais c'est correct, on le prend, le justificatif, il y a bien du sens. Tu le dis, à La Réunion, tu as eu ces rencontres-là. Comment t'as rencontré? Parce que c'est souvent, on voit dans les grosses courses, en fait, je reprends ma question parce que clairement, La Réunion, c'est une énorme course, elle a une reconnaissance internationale, mais c'est plus loin de tout, fait qu'on voit moins les équipes débarquer que des teams complètes. Ouais. Tu sais, quand c'est l'UTMB, on te voit avec l'équipe Salomon. Quand c'est la Western Set, on voit les athlètes ou avec justement ces groupes de coureurs-là qui sont dans leur team ou peu importe. À La Réunion, comment ces liens-là se sont créés? T'es arrivé là-bas, puis t'es allé courir avec des connaissances, des amis, puis tranquillement, ces liens-là se sont créés? Ben, je dirais deux choses. La première, je dirais, en fait, facilement, dans mon Camille, elle a vécu à La Réunion pendant des années, puis elle avait plein d'amis là-bas, donc elle m'a connectée avec des amis que j'avais déjà rencontrés, en fait, à la Swiss Canyon. Okay. Quand je suis allée faire la Swiss Canyon, j'avais rencontré des amis à Camille qui, en fait, notre amitié s'est construite quasiment
instantanément là, quand on s'était rencontrés à la Suisse canine et c'était très fluide. Et quand je suis allée à la réunion, je me suis incrustée un peu dans le groupe, en gros. Et puis, en fait, c'est eux qui ont organisé les recos, c'est eux qui ont organisé des activités. C'était super facile pour moi d'aller faire des choses avec des gens. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse que je dirais, c'est que je pense que la Réunion fait partie probablement des endroits où ça a été le plus simple pour moi d'avoir des gens qui viennent te parler ou qui... j'ai été vraiment touchée en quelque sorte parce que c'est sûr que quand tu voyages à différents endroits, par exemple, le Dirsham ou la Western, ben la Western, par exemple, oui, effectivement, les gens vont te reconnaître dans le village de la Western, par exemple, à Tao. Mais si tu vas sur le bord de la plage, il y a plein de gens qui ont aucune idée que la Western a lieu. Mais la Réunion, c'est pas du tout un concept comme ça à la Diag. Dans le mois de la Diag, dans les semaines précédentes et après, je veux dire, tu vas te promener n'importe où, puis c'est super facile de parler aux gens parce que, de un, tout le monde est habillé en trail. Donc, tu sais très bien que les gens, ils connaissent la trail. Et de deux, effectivement, les gens, ils sont plus à l'affût de ce qui se passe dans le monde de la trail et donc, ils vont te reconnaître plus facilement, ils vont venir te parler. Puis, évidemment, moi, souvent, quand je suis toute seule, c'est plus facile de rencontrer les gens. Et donc, comme ça se fait. En fait, à La Réunion, pour moi, ça a été l'endroit où le plus facile de rencontrer des gens, là. J'ai passé une semaine toute seule après la course, puis, tu sais, je peux pas te dire le nombre de personnes que j'ai rencontrées après qui me demandaient comment j'allais. Je me promène dans la rue puis les gens ils disent Marianne, comment ça va? Tu sais, c'est ce qui alors que je suis pas du tout sur le lieu de la course, là, je suis à Saint-Gilles-les-Bains ou sur le bord de la plage. Tu sais, fait que c'est vraiment pour moi, ça a été j'ai trouvé ça intéressant à quel point c'était facile de rencontrer des gens sur l'île. Puis c'est sûr que ce côté-là, ça a été un coup de cœur et je vais vouloir y retourner. On avait parlé, en fait, la dernière fois qu'on a enregistré, je me rappelle même plus si c'est dans l'épisode ou avant, après, quand on jasait, mais tu disais la quantité de coureurs qu'il y a là-bas, de gens qui courent, de gens que tu croises dans les sentiers. C'est un peuple, c'est une culture, tu sais, au-delà même de la Diag qui est leurs Jeux olympiques, tu sais, l'île au complet vibre pendant la Diag, mais pendant le Grand Raid, en fait, mais au-delà de ça, c'est un peuple qui court, qui est en forme, c'est beau à voir quand même, là. Ouais, c'est un peuple qui, en fait, je trouve ça drôle parce que, la course, le trail, c'est leur sport national et ça paraît, tu sais, la trail, c'est partout. Il y a des gens qui courent, les gens, ils savent ce que c'est la Diag, peu importe où sur l'île. Quand tu vas dans les sentiers, tu vas croiser beaucoup de coureurs. C'est pas, par exemple, si je compare au Québec ou en France ou peu importe où est-ce on va croiser beaucoup de randonneurs, mais tu vois, sur l'île de la Réunion, c'est beaucoup de trailers et tu vois, évidemment, tu vois la différence dans la façon qui court ou qui bouge dans les sentiers. Puis j'ai trouvé ça très intéressant de remarquer cette différence-là, en fait. Dans les semaines qui ont précédé la course, t'as probablement couru avec des Réunionnais. As-tu pu aller chercher justement cette expertise-là, cette connaissance-là de l'île, de ces sentiers-là? Tu le dis, ils bougent différemment dans les sentiers. Clairement, eux sont pas impressionnés par le niveau de technicité. C'est une seconde nature, c'est leur quotidien. Qu'est-ce que tu as pu aller chercher comme information auprès de ces gens-là? En fait, tout le long de mon séjour là-bas, je pense que j'étais hors de ma zone de confort, là, en tout temps, sauf quand j'étais par moi-même et j'ai décidé d'aller courir sur la plage au lieu de dans les sentiers. Mais non, en fait, je pense que j'ai appris beaucoup et ça m'a sorti de ma zone de confort parce que moi, j'ai l'habitude, quand je suis toute seule, surtout dans les dernières années par rapport à les courses que je préparais, de souvent choisir les sentiers les plus roulants, les plus faciles. Et la descente, oui, j'y allais plus rapide, mais tu sais, je suis pas pressée quand je suis toute seule. Alors que là, quand je courais avec les Réunionnais, dans la descente, en fait, pour eux, c'est un jeu. Et ils vont ultra rapidement. Et pour eux, c'est même pas un concept d'aller rapide du tout. Puis j'ai eu des moments où, en fait, j'avais vraiment l'impression d'être super lente et d'être vraiment vraiment pas bonne, hein. Puis au début du voyage, c'était extrêmement flagrant à quel point j'étais pourrie. et puis à la fin du voyage, c'est sûr que là je me sentais beaucoup plus à l'aise, on l'a travaillé beaucoup puis mon ami chez qui j'ai en fait l'ami de Camille qui s'appelle Urko, il me poussait beaucoup à travailler justement cette partie-là, les descentes et d'aller plus rapidement puis moi, j'ai vu une nette amélioration et puis c'est une amélioration que je vais garder avec moi, c'est certain. Puis en fait, j'ai essayé de changer ma façon de fonctionner pour justement ne pas toujours choisir la trail qui est attirante pour moi, mais de choisir des trails qui vont me sortir de ma zone de confort. Puis je pense que puis
toute cette préparation-là, c'est sûr que ça va m'aider à progresser dans le futur et ça m'a aidé à progresser sans aucun doute. Il y avait beaucoup de Québécois à La Réunion cette année, pas autant qu'en 2019 quand il y avait vraiment un voyage organisé par la Clinique du coureur, mais quand même, as-tu eu l'occasion de croiser des Québécois ou même de partager des kilomètres dans le sentier? Non, pas du tout. Ah ouais? Ouais, non, pas du tout. En fait, les Québécois sont arrivés plus à la fin de... En fait, moi, j'étais plus du tout en préparation. Et à noter aussi que j'étais extrêmement malade. Ah ouais? Ouais, j'ai eu pendant 5 jours là, dans la semaine qui a précédé la diag, j'ai été KO complet. J'avais rien à faire. Vraiment, vraiment, à un point tel que je me demandais ce qui se passait là. Puis en fait, il y a un virus qui s'est propagé sur l'île parce que j'ai pas du tout été la seule à être malade comme ça. Mais donc non, j'ai pas du tout vu les Québécois. Je les ai croisés un peu en amont de la course et à la conférence de presse, mais sans plus. Et puis même, tu vois, j'étais malade jusqu'à la toute fin. Là, j'avais encore un rhume là quelques jours avant le départ. Donc Mais ça me fait penser, je me rappelais pas, mais qu'on a entendu parler de ce virus-là, qu'il y a beaucoup de coureurs, beaucoup de gens qui allaient justement à la Réunion pour la diag, qui ont été malades, fait que ça a été rough pour beaucoup d'athlètes. Dans les jours avant la course, c'est le moment où tu veux justement te reposer, reprendre des forces, être relax, puis là, t'es comme cloué au lit, puis c'est pas pour te reposer. Hein. ouais, non, j'étais vraiment, tu sais, il y a eu un moment où on a déplacé des Airbnb puis il a fallu qu'on s'arrête sur le bord de la route pour que je prenne une sieste sur le bord de la plage. Mon corps était vraiment j'étais vraiment dans un état et j'ai pas pu beaucoup socialiser du tout dans les 2 semaines qui ont précédé. Donc si les gens sont arrivés dans cette période-là, ben j'ai pratiquement pas vu sauf ceux qui restaient avec moi évidemment là. Ouais. Mais sinon non, j'ai pas vu. Et puis après la course, je t'avouerai que l'esprit était pas trop là pour aller socialiser dans la course là. Ouais, je comprends. Donc, voilà. Marianne, avant qu'on entre vraiment dans ta course, ta diagonale des fous, on va se prendre une petite pause pour un message d'un partenaire puis on poursuit ça de l'autre côté. Aujourd'hui, je te parle d'Altitude Sport pour une raison bien importante que tout le monde n'est pas nécessairement prêt à entendre. L'hiver est là, puis il est pas prêt de partir. Les températures baissent, puis si tu veux continuer à courir dehors sans geler, ben faut que tu ailles le bon gear. Mon essentiel à moi, ben c'est le Merino. C'est chaud, c'est respirant, puis ça reste confortable même quand t'es trempé. Pour l'hiver, je sors jamais sans mes bas en Merino, puis selon la température, j'ajuste mon nombre de couches de gilet en Merino pour être certain d'être au chaud, sans non plus surchauffer. S'habiller comme il faut pour courir l'hiver, ben c'est un art. Et pour ça, ben il y a rien de mieux qu'Altitude Sport. C'est une entreprise canadienne basée à Montréal, 100% en ligne. Ils ont tout ce qu'il faut, surtout la collection complète d'Icebreaker, ma marque préférée de Merino pour l'hiver. Puis le meilleur dans tout ça, c'est que tu commandes en ligne, la livraison est le lendemain partout au Canada, puis même le jour même à Montréal. Puis si jamais ça fait pas, ben le retour est ultra simple. T'as même pas besoin d'imprimante, seulement un code QR. Fait que magasine sur altitudesport.com et profite de rabais jusqu'à 20% sur ta première commande avec le code pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Le lien puis les conditions sont disponibles dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. J'étais avec Charles Castonguay du Crew Run Club, mythe numéro 2 à démystifier. Charles, c'est-tu juste des élites qui viennent s'entraîner au crew? Je te dirais que malgré ce que tout le monde peut penser, non. Puis c'est justement pour ça qu'on a créé le crew. Chez nous, quand tu arrives la première fois, même si tu es un très débutant, on va pouvoir estimer tes capacités. Puis justement, si tu es débutant, on va pouvoir peut-être justement te donner un entraînement qui va être un petit peu moins difficile que la personne à côté de toi. Mais la personne à côté de toi va pouvoir quand même faire un entraînement qui est très difficile selon ce qu'on appelle sa VAM. Donc on va estimer ta VAM avec des résultats de course, avec ton âge ou avec ton expérience de course en général. Puis on va adapter l'entraînement en termes d'intensité pour toi et en termes de volume avec le coach qui est présent sur place aussi. Et même si ton ami qui vient avec toi, lui, c'est un super élite, ben, vous pouvez quand même venir les deux ensemble puis vous entraîner pas main dans la main, mais côte à côte. Presque, moi, c'est ce que j'ai trippé le plus à venir ici la première fois. C'est que tout le monde est sur le même programme, tout le monde souffre en même temps, mais à des paces différents. Ce qui peut pas se faire dans un groupe où on part dans la rue, ça se fait pas. Exactement. À quel endroit qu'on peut aller chercher toutes les informations? lecrewrunclub.ca. On est de retour avec Marianne, puis là, on va rentrer vraiment dans cette diagonale des fous-là. Marianne, bon, après le virus, comment tu te sentais sur la ligne de départ ce soir-là? Ben, je me sentais pas si mal, mais oui, c'était intéressant parce que j'avais encore, à chaque fois que je courais, peut-être la première heure ou 2 heures, j'étais vraiment essoufflée, puis tu voyais que mes fréquences cardiaques étaient encore dans le tapis. Mais ceci étant dit, ouais, une course particulière parce que j'ai eu des problèmes gastriques très rapidement, encore une fois dans la course. Et puis ça, c'est une autre chose que je vais devoir
je vais devoir évaluer parce que je pense pas du tout que ça a à voir avec ce que je consomme pendant, mais plutôt ce que je fais probablement dans les 2 jours avant. Là. Donc, OK. ce qu'on appelle un peu le carb loading avant course, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut que je change parce que j'ai eu des soucis assez rapidement pendant la première heure et puis ça a duré 5-6 heures. Là, les 5-6 premières heures, j'ai eu beaucoup de difficultés niveau gastrique. Ah ouais. Mais ouais, à un moment donné, je trouve ça drôle parce que mon coach, il me suivait, puis à un moment donné, il me dit, ah ouais, t'as perdu 10 minutes en dedans de, en dedans de comme 10 minutes, tu sais, puis c'est, et il se doutait bien que j'avais un problème comme ça parce qu'à un moment donné, je suis passée pour ceux qui suivaient attentivement, j'étais avec Blandine en quelque sorte, puis après 2 kilomètres plus loin, j'étais 10 minutes après, donc clairement, il y a quelque chose qui s'était passé, mais bon. Pour moi, dans mon vécu, j'ai jamais fait un ultra sans avoir de problèmes gastriques. Donc, et moi, c'est juste que j'attends que ça passe et puis éventuellement, ça passe. Tu peux consommer plus, tu peux revenir dans la game et te remettre au mieux. Sauf que c'est certain que ça te déshydrate et c'est sûr que ça a des enjeux pour le futur. Donc, c'est certain que c'est un élément que je vais vouloir utiliser. La seule chose qui m'a fait de la peine un peu, c'est que, dans le fond, j'ai été malade toute la section que j'affectionne plus, dans le sens que c'est toute la première section, c'est super courable et j'ai pas pu vraiment en profiter parce que j'étais juste mal du début, dans les premières, jusqu'à ce que j'arrive à Marabout, qui est comme le kilomètre, je pense, 55 environ. OK. C'est là que j'ai eu des problèmes. Mais l'ambiance est vraiment le fun. Vraiment, le départ de la DIAC, c'est très, très, très festif. Et ça se fait à 10 heures le soir. Donc, je pense que les gens sont dans l'ambiance de la fête aussi, ce qui aide. Mais pour les coureurs, c'est vraiment le fun. Sur la ligne de départ, ils mettent la grosse musique, un peu comme l'UTMB, mais de la musique plus... ça ressemble plus à une boîte de nuit qu'autre chose, là, je t'avouerai. Donc, mais j'ai beaucoup aimé cette expérience-là. Puis ça, c'est certain que je vais vouloir aller revivre ça là, juste pour l'ambiance du départ et tout ça. Comment ça s'est passé pour tes ravitaux, pour tes crews? Parce qu'il y a des ravitaux qui sont accessibles pour les équipes, mais il y en a d'autres qui sont très profonds. C'était quoi la stratégie pour ça? Mais la stratégie, pour moi, c'était... en fait, j'avais 2 crews. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 crews, donc j'ai pu les avoir à plusieurs endroits. Et évidemment, ils s'alternaient, là, ils n'étaient pas toujours au même moment. Et puis, dans ma FAT, j'ai eu la chance d'avoir Camille là, qui a fait une traversée différente. Donc, tu peux rentrer dans ma FAT. Donc, évidemment, il faut rentrer par le Taillit comme nous, on rentre. Mais après, elle peut couper et me rejoindre à l'île des Orangers. Puis, je trouve ça drôle que c'est elle qui a été là parce que je pense que si elle était pas là, probablement que je me serais arrêtée là. En fait, j'étais vraiment... Ouais. Donc, j'ai trouvé ça drôle que... Et c'est quand même compliqué s'y rendre là, parce qu'il faut que faut que tu rentres par le Maïdo, donc tu descends environ 1000-1500 mètres des moins avant d'y arriver. Puis, donc elle a pu... J'ai pu la voir dans ma FAT et je trouve que c'est une grande chance parce que si t'as pas ça, en vrai, c'est quand même très long. Les sections, quand tu rentres dans ma FAT sans voir personne que tu connais, c'est quand même très long. Évidemment, ça peut être comme ça pour tout le monde et si c'est le cas, il y a aucun souci. Mais on a la permission d'avoir des gens qui viennent nous ravitailler. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir Camille. Puis je pense que ça m'a... En fait, je ne pense pas. Je sais que ça m'a énormément aidé. Et puis, j'ai aussi... On avait la chance d'avoir le support de Salomon Réunion. Qui ont pu nous mettre des personnes stratégiques là, dans ma FAT. Et puis, il y a un ravito où j'ai fait affaire avec la team DAF qui aide souvent les athlètes élites durant la DIAC. Donc, c'est sûr que pour les gens qui écoutent, si vous allez faire la DIAC, sachez que les ravitaillements, c'est quand même un concept et que même si vous avez quelqu'un qui vous accompagne, à moins d'avoir une équipe de 5 ou 6 personnes, tu as une très grande portion où tu peux pas être ravitaillé et il faut s'ajuster en conséquence. Il y a des drop bags, par contre, je crois, ou je suis pas certaine, mais bon, ouais, c'est sûr que la DIAG et je trouve ça impressionnant, les athlètes qui arrivent, les athlètes internationaux qui ne parlent pas français. Je pense que c'est à ne pas négliger là, la chance que nous avons de pouvoir discuter avec les gens et de comprendre que non, effectivement, ma FAT, c'est pas parce que moi, j'ai Johanna Antila de l'équipe Salomon qui était ne parle évidemment, qui ne parle pas, qui ne parle pas français. Et je lui ai expliqué plein de concepts comme ça que non, effectivement, dans ma FAT, tu peux pas, c'est
c'est quand même complexe comme course à ravitailler si tu t'attends à avoir des gens partout. Non, c'est clair. Tu parlais du moment où Camille est allée te rejoindre à l'îlet des Orangers. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tu te dis que si ça n'avait pas été de Camille, tu serais pas reparti. C'était quoi ton état physique et d'esprit avant de la voir? Puis qu'est-ce que Camille a fait que ça t'a remotivé à repartir? En fait, je vais reculer un peu juste pour expliquer un peu qu'est-ce qui m'est arrivé parce que j'ai beaucoup de gens qui me posent la question. Je l'avais pas expliqué de façon très précise. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'assez tôt dans la course, tout près de Sillaos, j'ai tombé. J'ai tombé quand même de plusieurs étages, si on veut. Mon pied a frappé beaucoup de roches au passage. Et puis, la malléole sur mon côté, elle a frappé une roche et ça a fait très mal sur le coup. Mais tu sais, j'ai pu me relever puis continuer. Puis je me suis dit, bon, ça fait mal comme si quand tu tombes, tu frappes quelque chose, tu te fais un Charlie Horse sur le... ça fait mal, mais ça finit par passer. Mais quand tu dis, est-ce que je te coupe, quand tu dis de tomber de plusieurs étages... Ce que je veux dire, c'est que j'ai tombé dans le fond, tu sais, quand ton pied glisse puis que dans le fond, mon corps, la pente était tellement raide, comme c'est souvent à La Réunion, que j'ai glissé pendant longtemps, mais qu'au passage, ma jambe, elle a frappé les roches. Donc, ça cogne. Et ce que je veux dire par plusieurs étages, c'est que j'ai cogné fort parce que, dans le fond, j'ai tombé de haut. Et donc, ça a frappé la roche, mais vraiment fort, et la malléole, elle a frappé super fort. Et à partir de ce moment-là, dans le fond, la malléole, elle m'a fait mal. Et je me disais, bon, ça va passer, mais le problème, c'est que ça passait pas. Et puis, moi, ce que j'ai pas réalisé, c'est que ma malléole était en train de gonfler. Et puis, ma malléole, dans le fond, elle a gonflé à un point tel que, là, dans le fond, ça faisait tellement mal à mon pied, puis tout que, ben, mon mollet a comme essayé de protéger ce qui se passait dans la malléole. Et puis, dans la descente vers horaire, qui est comme la descente, une grosse descente avant d'arriver, dans le fond, au bas de la montée pour remonter à l'îlet des Orangers, dans environ le dernier 1000 mètres de descente, parce que c'est une descente de 2000 mètres, mais j'ai commencé à avoir extrêmement mal au mollet. Et ça m'a paru vraiment étrange parce que moi, en fait, j'ai jamais eu de ma vie de coureuse, j'ai jamais eu de problème au mollet. J'ai jamais crampé ou jamais eu de douleur au mollet. Je suis une attaque talon vraiment forte et moi, j'encaisse tout dans les quads et j'ai jamais eu de problème au mollet. Donc, je comprenais pas ce qui se passait. Et puis là, c'est rendu au point où, en fait, dans la descente, je pouvais plus courir. Et je pouvais plus atterrir et c'est des grosses marches à La Réunion, donc je pouvais plus atterrir sur, dans le fond, la pointe de mes pieds pour encaisser avec le mollet. J'étais plus capable de le faire. Et ça me faisait terriblement mal. Et là, je me disais, ben, en fait, je sais pas ce que j'ai, mais clairement, j'ai un problème. Et en fait, le gros problème, c'est que j'avais extrêmement mal et j'étais plus capable de courir. Et là, je me disais, bon, en fait, j'étais comme dans un impasse parce que je me suis dit, je m'étais dit que je voulais plus jamais refaire, dans le fond, finir une course avec une blessure, une déchirure. C'était plus quelque chose que je voulais faire et je m'étais toujours dit ça. Et par contre, quand je me suis mis à remonter, en montant, ça me faisait pas aussi mal parce que j'avais pas l'impact de mon poids. Donc, quand je me suis mis à remonter vers l'îlet des Orangers, j'avais moins mal, mais j'avais encore terriblement mal à chaque fois que je commençais à trottiner. Mais étant donné que c'était la randonnée, ça dérangeait pas. Mais là, j'ai réalisé que courir, c'était extrêmement difficile. Et quand je suis arrivée à Camille, en fait, c'est comme si mon émotion est complètement sortie je pense que ce qui se passait, c'est que j'avais aussi une énorme déception de pas encore un ultra à souffrir, en fait, à souffrir pour cause de blessures. Tu sais, je veux dire, on est tous d'accord qu'un ultra, oui, effectivement, il y a de la souffrance et on est là pour l'accepter, mais j'avais de la misère à accepter que j'allais encore une fois passer à travers un calvaire de souffrance par rapport à une blessure. Par contre, Camille, elle a été extrêmement rassurante. Elle m'a vraiment calmée, puis elle m'a laissé, dans le fond, elle avait pas d'autre choix que de m'encourager à sortir parce que à partir de cet endroit-là, t'as pas d'autre choix que de sortir à pied. C'est dans le cœur de ma femme, donc il faut sortir. Et elle avait raison de dire que, dans le fond, parce qu'elle m'a posé des questions, évidemment, puis que dans monter, ça me faisait moins mal. Donc, elle a dit, rends-toi au moins jusqu'au Maïdo, puis on va voir par après. Et je suis repartie. Et dans le fond, encore une fois, en montée, c'était pas si pire. Puis je pouvais monter quand même à un rythme respectable, on va dire. Je me suis attachée à Casquette Verte et quelques autres personnes qui étaient autour de moi, puis on a monté ensemble le Maïdo.
Et puis, ça se passait bien, mais dès qu'il fallait que je cours, en fait, je pouvais pas, j'avais mal, mais je me suis rendue en haut, puis encore une fois, j'arrive en haut, bon, j'étais encore en deuxième position, puis je me disais, bon, je suis rendue là, je vais continuer, tu sais. Là, dans l'immédiat, ça me faisait mal, mais je me disais, bon, je vais essayer, tu sais. Sauf que là, quand tu es au sommet du Maïbo d'eau, ben, tu as un bon 2000 mètres de descente et un bon 20-25 km de descente qui est plutôt courable, là, je te dirais. C'est beaucoup moins technique. Une descente que moi, j'aime particulièrement en temps normal. Mhm. Par contre, je suis partie, puis très rapidement, en fait, là, je réalisais que je pouvais même plus poser mon pied à terre sans avoir toute ma jambe qui se crispait. Et c'est devenu à un point tel que, dans le fond, toute la tension que dans le fond, mon muscle, il s'est tout tendu, puis ça a monté tout dans mon ischio-jambier droit. Et là, dès que je mettais ma jambe par terre, en fait, ça se tendait et j'arrêtais pas de tomber. Et ça devenait incroyablement dangereux. Et puis, à un moment, j'ai tombé, puis ça m'a pris du temps à me relever. Puis, le temps que ça prenne à me relever, j'avais tellement crispé que quand j'ai recommencé à me mettre du poids sur ma jambe, mais je pouvais plus. Et j'ai comme été arrêtée d'un coup sec dans le sentier. Et le temps que je sorte mon téléphone pour essayer de penser clairement, ou en fait, pour être honnête, je voulais appeler Camille, tu sais, parce que en fait, je trouvais ça, je savais pas, tu sais, j'étais un peu au dépourvu, puis je savais pas quoi faire. Et le temps que je fasse ça, là, il y avait plus rien à faire. Il a fallu que je m'arrête complètement, mais j'ai été vraiment surprise à quel point, dans le fond, j'ai été obligée d'arrêter d'un coup sec, comme j'ai pas pu. Et ce qui était vraiment bizarre, c'est que, tu sais, mon point d'arrêt il était complètement nul, là. Je veux dire, j'étais en plein milieu d'un sentier, puis là, je pouvais plus rien faire. Puis là, il a fallu que je dise à mon équipe, ben, en fait, faut que vous veniez me chercher, là. Je peux pas me sortir d'ici. C'était combien de temps après le ravito que t'étais reparti? Ah, je me suis rendue quand même, je dirais 12-15 km, là. J'ai quand même continué, là. Oui, j'ai essayé, pas à la là. sortie, En fait, là. non, j'ai essayé vraiment jusqu'au bout. En fait, je me suis dit, je vais essayer. Et puis, encore une fois, pas que ça change grand-chose parce que je me suis dit que je voulais plus refaire ça, mais j'étais encore deuxième. On était quand même bien positionnés. J'étais, bon, potentiellement, que même si j'avance tranquillement jusqu'à l'arrivée, ça peut le faire. Puis j'ai tout ça qui joue dans ma tête. Puis en même temps, j'ai une partie de moi qui se dit, je veux plus faire ça. Et puis, je veux vraiment sortir. En fait, la raison aussi que j'essaie d'accepter ce DNF, c'est que je veux sortir de ce cercle qui fait en sorte que oui, je me rends à l'arrivée, mais je suis déçue. Et non seulement j'arrive à l'arrivée déçue, mais j'ai des conséquences à payer. Et là, faut que je paye le prix pour des mois encore et après être de nouveau déçue parce que j'ai pas, et donc là, en fait, j'ai trouvé ça difficile parce que pour moi, c'est pratiquement un premier gros DNF, là, si on veut. Et puis, ce que je réalise, c'est que c'est difficile parce que t'as pas une finalité, en fait. T'es juste comme, t'es déçu, mais en même temps, t'es soulagé, t'es juste, t'as un amassis d'émotions. Tu sais que c'est la bonne décision, mais en même temps, la décision, elle te fait pas plaisir. T'es juste, moi, j'avais l'impression de flotter j'avais l'impression que ma tête, c'était juste un nuage, puis je savais pas quoi penser, je savais pas non plus quoi faire. Évidemment, la saison est terminée, mais j'ai pas l'impression que la saison, elle s'est finie. Et donc, ouais, ça a été vraiment particulier, mais j'ai trouvé ça particulier aussi parce que, dans le fond, quand mon équipe est venue me chercher, ce soir-là, c'était très clair que c'était la seule décision à prendre. Comme je te dis, ils m'ont transporté dans les sentiers, et même que je leur ai fait vivre un peu l'enfer. Avant à le refaire, j'aurais essayé peut-être de continuer jusqu'à la route, mais tu peux pas le contrôler. Ben non, c'est ça. Mais bon, mais c'est le lendemain matin où j'étais comme, là l'émotion a vraiment pris le dessus, puis je me suis dit, wow, en fait, je réalisais pas que je serais autant déçue, tu sais. Ouais. Mais comme tu dis, il y a toujours le moment quand tu prends la décision pendant que c'est clairement la bonne, puis après ça, il y a toujours, je sais pas si ça t'a fait ça au-delà de c'était la bonne puis une déception, c'est est-ce que j'aurais pu continuer? Puis tu sais, c'était une nouvelle blessure, c'était quelque chose que tu connaissais pas, il y avait de l'inconnu. Puis je suppose que dans ces 10, 12, 15 kilomètres-là, après le ravito où t'as vu Camille, quand on repart, il y a toujours l'espérance qu'à un moment donné, ça revienne, parce qu'on entend combien d'histoires de trail, de grosses douleurs qui sont miraculeusement disparu, mais je pense pour le nombre d'histoires qui sont miraculeusement disparues, il y en a la grande majorité où la douleur est restée, puis il y avait une raison d'arrêter, puis comme tu dis,
t'avais cet historique-là des dernières fois où t'avais fini ces 100 000-là, tu le finissais sur une jambe, littéralement, puis t'étais des mois à en souffrir. Mais c'est sûr que mentalement, un DNF, c'est pas mal plus difficile que finir une course blessée, mais avoir quand même la récompense, entre guillemets, là. Tu sais, je suppose que quand t'étais le lendemain d'un UTMB, oui, t'es en douleur, mais tu t'en vas sur le podium prendre la photo, puis tu jases avec les gens, puis tu as traversé une ligne d'arrivée. Il y a une histoire complète qui s'est faite, il y a une boucle qui s'est bouclée. Là, il y a comme le sentiment de la boucle est pas bouclée, puis je peux comprendre que c'est dur à accepter, là. Ouais. Ouais, c'est dur à accepter, puis j'ai trouvé ça difficile aussi parce que j'étais entourée de mon équipe, puis moi je me sentais vraiment pas bien, puis en même temps, j'avais vraiment pas le goût de en fait avoir une mauvaise attitude par rapport à tout ça parce que en fait je voulais qu'eux passent un bon moment, puis en fait c'était comme une première pour moi parce que à chaque fois que j'ai terminé un 100 mètres avec mon équipe, ben, même si moi personnellement j'étais déçue, j'étais capable d'être très heureuse de mon équipe et pour mon équipe, avec mon équipe et tout ça. Puis là, je me suis retrouvée dans un moment où, en fait, en fait, j'avais incroyablement de peine, mais je voulais être positive pour mon équipe puis leur donner une belle expérience. Puis, en fait, c'est toutes ces émotions-là qui ont fait que c'était un peu compliqué. Puis, mais par contre, avec du recul et tout ça, c'est sûr que je suis fière du fait que, en fait, j'ai choisi mon futur au lieu d'une satisfaction immédiate. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si j'avais traversé la ligne d'arrivée potentiellement que oui, dans l'immédiat, ça m'aurait fait plaisir. Et oui, dans les jours qui ont suivi, ça m'aurait fait plaisir. Mais c'est sûr que ça m'aurait coûté, là, je veux dire, mon corps, il m'a lancé des signaux pour la première fois de ma vie. Je pense que je vais le dire que je l'ai écouté puis j'ai pris la bonne décision, même si, en quelque sorte, mon corps a parlé pour moi, là, quand il a complètement arrêté de fonctionner puis je pouvais plus avancer. Mais ce que je réalise, c'est ça, c'est que dans le fond, j'ai choisi mes courses futures aux dépens de la course actuelle. Et je suis consciente que même la course actuelle, j'aurais pas été satisfaite, là, si j'avais fini même avec, avec le pace ralenti, c'est sûr que j'aurais été déçue, là. Il y a aucun doute. Il en restait long aussi, veux pas, tu sais, tu te dis à 6 km de l'arrivée, je vais serrer les dents, je vais prendre le temps que ça prend, puis, tu sais, on est rendu, mais là, dans ce cas-ci, il te restait combien de kilomètres avant l'arrivée? Il me restait un marathon, je dirais. C'est ça. Ouais. C'est quand même, ouais. C'est très, très long à souffrir. Puis comme tu dis, ouais. t'as choisi la satisfaction de pouvoir courir peut-être plus rapidement dans les semaines, les mois qui suivent, plutôt que la satisfaction de te rendre au bout puis peut-être encore être arrêté 3 mois sur le carreau, là. Oui. Puis en fait, je voulais vraiment pas terminer ma saison avec une blessure pour en payer pour le prix d'après. Comme je te dis, la saison que j'ai eue, bon, je m'en suis sortie quand même avec quelques bons résultats, mais pas du tout des résultats qui... En fait, je suis tannée que les gens me disent et que moi-même, je dis que bon, c'était un bon résultat, mais pas une bonne performance. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis tannée de faire ça. Et si je change pas ma façon de fonctionner, c'est certain que je vais toujours avoir ce outcome-là, en quelque sorte. Je pense que, tu sais, quand on dit pour avoir des résultats différents, il faut faire les choses différemment. Je pense que ben, pour moi, c'est jamais aussi vrai qu'en ce moment. Et là, je réalise que oui, faire les choses différemment, ça me sort complètement de ma zone de confort parce que ben, j'ai eu de la misère à digérer mon DNF. Pas pour l'accepter, mais juste par rapport au sentiment que ça m'a donné. C'est sûr que c'est pas une fierté de... C'était pas une... Ouais, ça m'a laissé avec un sentiment compliqué, mais ça m'aide aussi à construire et à renforcer l'idée que je peux prendre les meilleures décisions pour éventuellement avoir des meilleures performances et aussi privilégier ma santé, évidemment. Il est encore tôt, ça fait 1 mois de tout ça, mais est-ce que en ce moment, il y a, je sais pas si c'est le bon terme, y a-t-il une satisfaction à avoir écouté ton corps? De façon rationnelle, je suis capable d'accepter le fait que c'était la bonne décision. D'une façon émotionnelle, je pense que j'ai encore du chemin à faire. J'ai de la misère, en fait, à retrouver la fierté. Ouais, j'ai juste l'impression que pour moi,
c'est une histoire complètement non terminée, ce qui est le cas, effectivement. Là, j'ai pas terminé la course. Donc, je pense que d'un point de vue émotionnel, j'ai plus de difficultés à cheminer, mais je comprends pertinemment bien et je pourrais pas argumenter contre le fait que c'était la meilleure décision. C'est juste que ça m'amène des émotions différentes de celles dont je suis habituée et il faut juste que je les absorbe et je les comprenne et que j'évolue à travers ça et pour réaliser aussi que c'est normal que j'ai des émotions perturbantes un peu là. Je suis juste et ce que je trouve intéressant, c'est même pas nécessairement des émotions complètement négatives, c'est juste des émotions très très neutres. J'ai juste des sentiments. Je peux pas te dire que j'éprouve de la fierté, mais je peux pas non plus te dire que j'éprouve de la peine entière. Je suis juste un peu je peux pas l'expliquer autre que j'ai l'impression d'avoir comme un nuage par rapport à cet événement, puis je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais je suis persuadée encore une fois que c'était la bonne décision à faire pour le futur et ce que je décide de faire, c'est croire à mon futur puis de rebâtir pour la prochaine étape. Puis ce que je trouve bien aussi, c'est que effectivement là, j'ai pris complètement un off-season après la Diag et c'était pas un off-season forcé comme j'en ai tellement pris, puis c'est pas un repos forcé comme j'en ai tellement pris, c'est pas un 10 ou 14 jours pour attendre qu'un muscle se cicatrice ou qu'un os se forme, c'est vraiment non, en fait, j'ai pris un repos parce que dans une saison, on devrait avoir un repos puis que je le prends, puis mon corps s'est complètement reposé, j'ai complètement perdu la forme et là je suis en période de reconstruction vraiment tranquille, mais je suis motivée par le fait que j'ai une longue période de temps devant moi pour rebâtir de façon intelligente. Donc c'était une longue réponse pour dire que non, je peux pas dire que je ressens de la fierté, mais je peux accepter le fait que c'était la bonne décision à prendre. Ça j'ai pas de doute. Oui, puis tu sais, comme tu le dis, la off-season, tu sais, dans les dernières années, des fois, elle a été un peu forcée par un arrêt forcé. Là, dans ce cas-ci, de la choisir puis de le prendre, je pense même pour toi qui es coach aussi, c'est un bon exemple. Ça doit être quelque chose que tu parles à tes athlètes qui sont pas blessés, mais OK, là, tu vas te prendre une vraie pause, que là, tu appliques à toi-même, puis tu peux juste rebondir de ça. Puis j'ai l'impression qu'avec ce que tu as pu vivre dans les dernières années aussi, je suppose que quand tu vois que suite à l'off-season, il y a une perte de forme, comme n'importe quelle off-season, ben tu le sais que ça se regagne quand même vite, entre guillemets, tu sais. L'autre fois, je parlais à quelqu'un qui court depuis quelques années, puis qui vient d'arrêter un 6 mois pour une grosse blessure, puis il disait, je me vois pas recommencer à 0 comme il y a quelques années, puis je disais, je veux pas parler, si je suis pas un expert en la matière, mais je n'ai tellement entendu parler, soit au podcast ou dans la vie que tu recommences pas à 0 complètement. Puis oui, peut-être que la première séance, quand tu recommences à faire du 1 minute, c'est décourageant quand tu as vécu autre chose avant, mais la courbe pour regagner ce que tu as perdu se fait plus vite que quand tu commences pour la première fois à courir de ta vie puis que tu jamais couru plus que 100 mètres. Fait que, tu sais, c'est là, ça demeure en toi, ça demeure en nous, puis ça revient, là. Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est juste que je suis d'accord avec n'importe quel coureur qui va dire que oui, effectivement, quand tu recommences à courir après un repos, tu as l'impression que tu repars de 0. Par contre, tu repars pas de 0 parce que la courbe que tu vas suivre par après, soit ta courbe elle est déjà débutée plus élevée ou elle va accélérer beaucoup plus rapidement. Mais c'est sûr que, en fait, le sentiment qu'on a quand on recommence à courir, c'est waouh. Moi, je l'ai toujours, puis je l'ai eu cette fois-ci sans aucun doute. J'ai recommencé à courir et j'ai l'impression de repartir de loin. Mais je sais que ça va revenir éventuellement. Puis c'est aussi la beauté de la chose. Si c'était trop facile, je pense pas on ferait ça. Ah, c'est ça, exact. On aime ça se faire ça un peu compliqué. On ferait pas ce sport-là si on n'aimait pas ça un peu compliqué, un peu souffrant, mais c'est correct, c'est ça la beauté de notre sport. Physiquement, tu sais, tout ce que tu as vécu justement à la Diag, lors de la reprise, tu le sens plus? C'était très mécanique comme blessure suite à cette chute-là, mais ça n'a pas eu d'impact sur le corps en général? Non, en fait, oui et non. Ma malléole est toujours... en fait, dès qu'elle touche ma chaussure, dans le fond, elle est encore très sensible, mais j'ai pas eu j'ai pas de conséquences graves, donc probablement que c'était juste un impact osseux qui a pas causé de fracture, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et non, ça a duré, c'est vraiment particulier parce que dans les jours qui ont suivi,
la diag, j'étais pas capable de marcher, puis on a dû aller m'acheter des béquilles pour que je puisse me déplacer. Mais une fois que l'enflure de ma malléole là, s'est détendue, ben tout mon mollet est relâché. Et j'ai eu le mollet extrêmement tendu pendant 2 semaines, mais pas de séquelles graves et c'est revenu. Donc non, j'ai pas de séquelles, par rapport à ça, autre qu'une douleur à ma malléole qui est incommodante, mais pas du tout problématique et je sais que ça va se replacer tranquillement. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais. Le retour de la diag, tu t'es revenu directement à Montréal? Ouais, je suis revenue à Montréal. Ça fait du bien de revenir ici. Ça ressemble à quoi tes semaines de reprise ici? Ben, en fait, je trouve que le off-season, pour moi, c'est un moment opportun de venir passer du temps avec ma famille, puis passer du temps de qualité. Je pense que ouais, c'est toujours une complexité, je trouve, d'un sportif de profiter des moments parce que avec la famille, parce que on a des obligations. C'est niaiseux, mais je trouve que des fois, effectivement, tu sais, on va vouloir dormir plus, on va vouloir faire nos sports à un certain moment donné et être à certains endroits qui ont avec accès à des montagnes, donc des choix qui sont beaucoup plus égocentriques, si on veut, parce que sont tournés vers notre performance. Mais quand je suis en off-season, ben, j'ai la capacité de relâcher un peu sur ces choix-là, puis de passer plus de temps de qualité avec ma famille. Donc, je trouve ça important de le faire. Donc, j'ai voulu venir passer du temps avec ma famille au mois de novembre et décembre. Et puis, ben, j'ai des frères et sœurs j'ai des frères à Montréal et j'ai une sœur à Vancouver. Donc, j'en profite pour venir faire le plein là, de ma famille avant de me relancer dans une autre année où effectivement je serai probablement plus loin d'eux et je dis mes frères et sœurs, mais mes neveux et nièces aussi. Maintenant la famille est élargie, puis c'est certain que je veux venir les voir avec du temps de qualité là à une période à chaque année, parce que sinon je trouve que quand j'arrive dans le cœur de la saison, puis qu'effectivement tu es tellement concentré sur ce que tu fais, t'as pas pris le temps dans l'off-season de faire ces choses-là, ben j'ai l'impression que c'est plus difficile de faire des sacrifices, alors que si tu fais les choses bien, puis en off-season, tu fais autre chose que la course à pied, ben pour moi, c'est plus facile par après d'être focusé sur ce qu'il faut faire pour sortir le meilleur de soi-même. Ouais, c'est clair. C'est important de se faire un off-season qui est aussi mental. Là. Tu le dis là, de justement pas être dicté par c'est pas nos obligations parce que c'est un sport qu'on aime, mais ça reste qu'en off-season, c'est important de fermer la switch mentale aussi. Puis t'as l'air de le faire pleinement, avec c'est parfait. Est-ce que la vie nomade se poursuit en 2026? Oui. Ouais. Est-ce que tu sais déjà ça va être quoi le plan de match, ou y a-t-il des destinations, des endroits que tu sais déjà qui sont tranquillement au calendrier? Non, la seule chose que je sais, c'est que ben je vais suivre un peu le pattern par rapport à mes courses et les obligations, si je peux dire, que je dis, dans le sens que on a un camp d'entraînement avec Salomon mi-janvier. Donc, je vais retourner en Europe mi-janvier. Et puis, je vais rester en Europe, en fait, jusqu'au deuxième camp qu'on a en avril. Donc, je vais rester en Europe janvier à avril, sans destination précise. Je vais déterminer ça au fur et à mesure. Et puis après, je vais revenir plus en Amérique du Nord là, pour me préparer pour la Western. Donc, je vais probablement faire mi-juin ici en Amérique du Nord. Je sais pas où encore, mais à déterminer. Et puis par après, je vais retourner en Europe pour potentiellement d'autres obligations, si on veut. C'est pas un meilleur terme parce que je dirais pas obligation, mais événement en quelque sorte. Ouais. Est-ce que ça fait partie du plaisir de la vie nomade, justement, tu sais tu vas être où à peu près, mais d'avoir pas nécessairement un plan qui est fixe, d'avoir cette liberté-là, des fois dans une vie qui est très rangée. Tantôt tu disais le terme obligation, mais tu sais, d'avoir des engagements, des places, des endroits où on doit être, d'avoir des moments où tu te dis on verra, ça doit être quand même satisfaisant. Moi, j'adore ça. Je pense que j'aime tellement la liberté que c'est probablement pourquoi je suis seule et nomade, dans le sens que j'aime ça, en fait, ne pas avoir j'aime ça une journée, par exemple, où j'ai rien sur mon horaire, puis c'est à moi de décider quand est-ce que je vais aller courir et j'ai pas à... Et je trouve ça drôle parce que c'est quelque chose que je recherche toujours quand on sort, par exemple, d'un camp d'entraînement avec des heures et des horaires très précises. Du moment où je sors de ce cadre-là, ce que j'aime, en fait, c'est d'avoir une journée devant moi où j'ai vraiment aucune obligation de partir à 9 heures
et je pense que c'est une belle représentation pour moi de la vie nomade parce que quand le choix est à moi, c'est que je vais vraiment écouter ce que j'ai envie et je vais faire de ce dont j'ai envie et ça revient, c'est un peu la même chose pour moi par rapport à où est-ce que je vais aller. Donc, quand je choisis pas comme ça longtemps en avance, même là, par exemple, combien de temps j'allais passer au Québec, combien de temps je passe à Vancouver, j'aime ça, en fait, ne pas le déterminer. J'achète des billets qui sont flexibles, comme ça, je peux les changer, je peux les bouger. Et puis, par après, ben, j'adapte et je pense que c'est vraiment très ancré dans ma personnalité et je trouve que c'est aussi beau de voir que c'est très synonyme à l'ultra. Tu sais, en ultra, il faut s'adapter toujours aux choses qui se lancent devant moi. Puis ça, j'aime ça et j'aime ça un peu vivre ma vie de cette façon-là. C'est de voir au jour le jour puis de voir un peu qu'est-ce que l'avenir va me procurer en prenant des décisions qui me donnent envie. Cette vie nomade-là, tu l'as planifié. Je pense que tu l'as anticipé. Tu as fait les démarches que tu nous avais racontées au podcast pour avoir ton passeport irlandais. Fait que tu te l'imaginais, cette vie-là. Tu avais déjà une vie où tu bougeais beaucoup. Tu revenais à ton centre à Montréal, mais ça reste que tu étais beaucoup parti. Là, ça fait quoi? Ça fait plus que 2 ans que tu es dans cette vie nomade-là. Y a-t-il une chose qui t'a surpris? En fait, ce que je trouve drôle, c'est que moi, je trouve ça incroyablement facile de vivre comme ça. Et pour moi, ça fait du sens. Et je trouve ça drôle que je sois la seule en fait, ce qui me surprend, c'est qu'il n'y en a pas plus qui le font. Et j'essaie de comprendre pourquoi. Et j'essaie de comprendre aussi quelle est la différence avec moi-même et si je peux dire, la société. Parce que clairement, il y a une différence. Et je suis pas capable de l'expliquer et je peux pas te dire pourquoi. Je sais pas qu'est-ce qui fait en sorte que moi je suis comme ça et les autres sont comme ça. Je trouve que c'est intéressant. C'est un phénomène que je vais continuer de vouloir comprendre. Mais je trouve ça drôle qu'il y en a pas beaucoup comme ça. Et c'est sûr qu'il y en a d'autres, là. C'est sûr qu'il y en a qui sont nomades, mais je trouve que tu vois, dans les gens que j'ai rencontrés, il y a personne et les gens sont surpris et souvent les gens disent, je sais pas comment tu fais. Et c'est ça qui indique que il y a une grosse différence parce que moi, je trouve ça simple et les gens trouvent ça compliqué. Mm-hmm. Et pour moi, c'est la plus grosse, en fait, la chose que je trouve intéressante, c'est que les gens ils disent, et je comprends en fait que les gens ils se disent avec leur mode de vie, ce serait pas possible parce que souvent les gens ont soit des emplois ou des familles et tout ça, mais je trouve ça drôle parce que c'est toujours un choix une série de choix qui fait en sorte que ben moi j'ai la vie que j'ai et ainsi de suite. Mais ouais, pour moi c'est la différence entre la vie que je mène et la vie que les gens mènent et l'incompréhension de celle-ci. Je dis pas que je comprends pas les gens qui vivent autrement, mais je trouve ça drôle à quel point il y a des gens qui sont perplexes à ma vie en quelque sorte. Je comprends ce que tu veux dire, pas que je l'ai vu, mais il y a une amie de ma blonde qui a fait ça, qui a décidé de partir en mode de vie nomade. Elle avait un travail, elle a pris sa retraite entre guillemets pour vivre cette vie-là. Puis elle racontait à quel point il y avait beaucoup de gens, puis ça venait peut-être d'une génération différente parce que c'était pas dans l'incompréhension, je sais pas comment dire, tu sais, des fois on se dit je comprends pas mais je respecte, ça venait choquer des fois les gens de ben voyons, tu sais, je veux dire, mais ça va être quoi ton travail, ça va être quoi ta vie, mais ouais. C'est comme ben c'est ça la vie, puis tu sais je regarde ce qu'elle a dit, ce que ce fait là vit, puis je regarde ce que toi tu vis, puis tu te dis ben me semble c'est simple à comprendre à quel point c'est une vie qui est magnifique parce que justement tu vas là où tu veux aller puis tu te laisses porter par justement tes envies de dire ok ben j'ai le goût d'aller découvrir cet endroit-là, je le fais, mais elle racontait qu'il y a une certaine génération peut-être un peu plus vieille qui l'incompréhension venait avec un certain jugement de voyons c'est quoi cette vie-là, puis pourtant comme tu dis ça semble pas compliqué, tu le racontes très bien, ouais. Mais je pense que c'est la vie en société avec les paramètres qu'on s'impose, puis que j'haïs ça de dire la société m'impose des paramètres, mais le choix de la vie de la plupart des gens d'avoir un 9 à 5, d'avoir des obligations, c'est ça qui est compliqué puis qui est pas nécessairement naturel, mais qu'avec les siècles c'est comme devenu l'espèce de norme, mais c'est particulier les gens qui ont cette relation-là, pas cette relation-là, mais ce jugement-là ou cette incompréhension-là. Ouais. Mais en fait, j'ai rarement l'impression que les gens jugent. J'ai vraiment très rarement cette impression-là. Mais j'ai souvent l'impression que les gens
En fait, des fois, par contre, des gens, ils se disent, tu sais, ils vont dire, en quelque sorte, tu sais, j'ai pas beaucoup d'obligations, c'est vrai. De l'autre côté, j'ai quand même des obligations tu sais, j'ai quand même des obligations. Tu sais, je vis quand même d'une certaine façon pour faire en sorte que, oui, ça fonctionne et que ça n'aille pas au détriment de ma performance. Et je suis quand même assez spécifique dans cet aspect-là. Mais c'est vrai que ma vie fait en sorte que j'élimine beaucoup de je sais pas comment dire ça en français, mais tu sais, des chores ou des tu sais, en fait, souvent j'ai pas besoin de faire des choses plates que les gens ont à faire au quotidien. Et des fois, par exemple, et je réalise aussi que des fois c'est mon entourage qui qui vont, tu sais, si je reste chez des gens, ben évidemment, tu sais, c'est différent. Et, tu sais, moi je rentre, mais eux c'est leur quotidien. Donc, tu sais, c'est très particulier parce que des fois les gens ils vont se dire ah ouais, elle l'enfant elle a pas besoin de faire ça. Et puis là c'est là que tu vois que ça fait questionner les gens, tu sais, puis ça fait mais ouais, pour moi c'est vraiment ça la chose que je trouve intéressante, c'est que pour en revenir à l'argument que en fait moi je trouve ça simple et les gens trouvent ça compliqué, et je trouve ça juste drôle parce qu'il y a quelque part où il y a quelque chose qui est différent dans la façon qu'on voit les choses, pour que moi je le vois aussi simple et qu'eux le voient aussi compliqué. Et j'ai pas encore déterminé qu'est-ce que c'était, mais je veux continuer de le vivre pour justement essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que la vaste majorité de la population et de la société va trouver mon mode de vie compliqué alors que moi je le trouve ultra simple. Donc il y a clairement une différence concrète qui fait en sorte qu'il y a une différence, et pour moi c'est un peu de la philosophie ou en fait une étude de la société qui me fascine et que je continue de vivre au quotidien. Écoute, reviens-nous avec tes C'est observations ultra philosophique. sociologiques. Oui, c'est ça, ben c'est intéressant. Mais j'ai l'impression que les gens, souvent, dans la vie, mettent leur réalité dans l'idée qu'ils se font. Ils t'entendent parler de quelque chose, puis ils font, OK, ben moi, je serais capable de faire ça, mais non, mais j'ai mais c'est ces choses-là, ces chores-là, ces obligations-là, peut-être qu'on s'imagine devoir transférer à un mode de vie comme ça, qui finalement n'existe juste plus. Ouais. Mais il y a de quoi faire. On va pousser cette réflexion-là, Marianne. C'est juste le début de ta thèse, tu savais pas, mais t'es embarqué là-dedans. Avant qu'on termine, on parlait de 2026. On sait que la Western State est là au calendrier. Je suis allé voir sur Ultra Sign Up parce qu'en ce moment, je pense que les athlètes qui avaient droit à un dossard ont jusqu'au 4 ou 5 décembre pour le confirmer. Récemment, c'est Kylian qu'on a vu, ça a défrayé les petits médias trails que Kylian avait confirmé sa présence. Ton nom est là. Il y en a d'autres comme Caleb Olsen qui, au moment d'enregistrer, sont toujours pas là. Puis on se demande, bon, ils vont être là? Dans tous les cas, tu as ça à l'horaire. Est-ce que il y a une envie de venir courser au Québec dans les prochaines années? OK. En fait, ce qu'il me faudrait, moi, pour courser au Québec, ce serait des courses à l'extérieur du calendrier actuel. Ouais. Ça fait du sens. Ça me ferait super plaisir de faire une course au Québec octobre-novembre ou avril-mai, mais il y en a pas énormément. Et en fait, pour moi, c'est ça le problème. C'est pas que je veux pas venir au Québec, c'est juste que le calendrier actuel rend les choses quand même assez compliquées par rapport aux courses internationales qu'on veut faire. Et aussi, et dans le fond, évidemment là que ce serait possible de faire des allers-retours et de revenir et de faire une course pour le fun, mais pour plusieurs raisons. Écologique quand même. J'essaie de bouger quand même de façon intelligente et non pas de faire des allers-retours sans raison, si on veut. Donc c'est pour ça, et c'est pas parce que j'aime pas parce que c'est vrai que je trouve ça dommage que j'ai jamais vraiment fait de course au Québec, mais je trouve ça compliqué dans le calendrier international actuel de revenir faire une course au Québec. Parce que écologiquement et logistiquement, ça fait pas de sens d'aller faire, surtout si tu envisages un doublé comme la Western et les Djembe ou un doublé comme la Western et la Diag. La Western et la Diag, tu vois, ça pourrait s'envisager que je revienne au Québec un peu au passage parce que souvent, en fait, nos vols, ils nous font passer par Montréal. Mais je t'avouerai que j'ai pas du tout
tout. En fait, moi, je suis plus dans l'optique que là, je sais que je fais la Western et il faut que je détermine la suite. Et une fois que j'aurai déterminé la suite, il va falloir voir si, de façon intelligente, ça fait du sens de revenir faire une course au Québec. Mais effectivement, je pense que ce qui me chicote avec les courses au Québec, c'est le timing. Je trouve que le timing des grosses courses, c'est, par exemple, UTHC, une course que j'affectionne énormément. C'est difficile, dès que tu veux être à l'UTMB, c'est complètement difficile d'être une semaine plus tard à l'UTHC. Je trouve que, encore une fois, la nouvelle course au Mont-Tremblant, une montagne que j'affectionne énormément, j'aurais aimé venir la faire, mais tu vas être à l'UTMB, faire la course, c'est quand même extrêmement difficile. Ceci étant dit, Bromont Ultra, une course que j'ai jamais fait au mois d'octobre, ce serait possible pour moi de revenir. Mais quand tu fais si tu enchaînes 200 miles et que tu reviens faire une course en octobre, donc je comprends et je veux revenir pour vivre l'esprit trail du Québec. Par contre, logistiquement, c'est plus compliqué qu'on le pense quand on fait des courses à l'international et surtout des 100 miles. Je pense que c'est vraiment ça la différence. Si je faisais des 100 kilos, des 50 kilos, ce serait vraiment pas la même game. Mais des 100 miles, pour moi, c'est quand même une plus grosse demande à ton corps que tu te dois de respecter, sinon tu ne seras pas là dans la longévité. Tu vas pas planifier de rebondir d'une course à l'autre comme ça toute l'année. Non. Je me rappelle d'une année où Mathieu avait fait l'UTMB, le 170, puis la semaine d'après, il était à l'UTHC sur le 28, puis tout le monde se disait, mais comment il court? Puis il avait couru vite quand même. Ça te prend une récupération parfaite, puis faut pas que tu finisses ta course avec un petit bobo, ce qui est quand même rare, un 100 miles, c'est sûr, tu finis fatigué physiquement, même s'il n'y a pas de bobo, là, c'est rough. Oui. Mais là, je dis que c'est ma dernière question, mais là, j'ai une vraie dernière, puis après ça, on se laisse. Est-ce que le plan est de sortir le splitboard cet hiver? Tu vas-tu réussir à aller sur les pentes cette année? En fait, ce qui est super drôle, c'est que j'ai un problème parce que je suis partie de la Diag de La Réunion et je suis arrivée directement au Québec et donc j'ai zéro d'équipement de ski. Même que j'ai pas beaucoup de mes vêtements d'hiver ni rien. Donc là, je suis en grand débat là, à savoir qu'est-ce que je vais faire pour mes plans de ski. Parce que même j'aurais pu faire du ski un peu pendant que j'étais au Québec. Là, il y avait assez suffisamment de neige pour ça, mais j'avais pas de ski. Ah oui. Par contre, j'avais le splitboard, donc j'aurais pu aller faire du splitboard, c'est vrai. Mais je t'avouerai que je suis encore en mode off-season et je m'entraîne très peu actuellement. Je passe plus de temps avec ma famille. Puis aller faire du ski, c'est souvent un projet d'une journée. Alors dès que tu décides de faire ça, ben tu t'empêches un peu donc c'est une bonne question. Je l'ai pas à Vancouver, mais si je repasse par le Québec, potentiellement que je pourrais aller faire quelques laps de splitboard quelque part. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait d'ailleurs. Je pense que c'est le temps ou jamais. Merci beaucoup, Marianne. C'était le fun de refaire un tour d'horizon sur cette saison 2025-là, sur cette diagonale-là, de jaser comme d'habitude. Puis, comme d'habitude, on part champ gauche, puis on finit avec une grande discussion philosophique sur la sociologie de la vie nomade. Mais c'est ça qui est le fun de ces discussions-là. On part avec un plan de match pour jaser de trail, puis ça va un peu partout. Merci de ton temps. Merci de venir partager ces moments-là avec l'audience. Je pense que les gens apprécient beaucoup ce lien-là privilégié qu'ils ont via ce lien-là privilégié que j'ai, qui n'a pas sorti du bois avec toi. Puis au nom de tout le monde qui écoute, mais à mon nom personnel, je te remercie de toujours te prêter au jeu, puis toujours être down quand je te dis « Hey Marianne, t'entends-tu qu'on jase? » Yes, mais écoute, merci à toi, c'est un plaisir. Ça me permet aussi de faire le cap sur les derniers mois. Donc j'aime l'expérimentation et c'est vrai que étant donné que je ne peux pas ou je ne viens pas souvent faire des courses au Québec, ça me fait plaisir de reconnecter avec la communauté à travers ton podcast. Donc merci beaucoup de l'opportunité à chaque fois, je l'apprécie. Écoute, c'est comme participer à un événement trail, c'est comme participer à la communauté, mais d'une autre façon, c'est en propageant la bonne nouvelle à travers les milliers d'auditeurs de Pas sortis du bois. Fait que ça marche, je pense. Merci beaucoup, Marianne. Bon temps des fêtes. C'est un peu tôt pour le souhaiter, mais en même temps, quand décembre arrive, c'est comme le moment. On peut commencer à souhaiter bon temps des fêtes début décembre, puis on peut arrêter de se dire bonne année genre mi-janvier. Fait que ça, je pense, c'est les règles qu'on entend. Fait que bon temps des fêtes à toi, ta famille. C'est ça, exact. Bon temps des fêtes à toi. Moi, je termine comme d'habitude en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, NAC qui est le partenaire principal de la série, Noctem, Mox et Café Charlevoix
qui sont les partenaires liquides. Et merci à toi, Marianne, puis à tout le monde. Je vous dis à très bientôt pour les derniers épisodes de 2025. Il en reste 3 si mes calculs sont bons. Puis comme d'habitude, il va y avoir les revues de l'année habituelles avec les collaborateurs habituels. J'en dis pas plus, ça va être annoncé plus tard. Fait que merci Marianne, merci à tout le monde, puis on se dit à très bientôt. Ciao! Ciao!